à tous. Donc, je suis Hugues Kamerit Safak, Financial Sector Advisor au secrétariat de Making Finance Work for Africa. Et c'est un plaisir pour moi de vous souhaiter à tous la bienvenue à ce webinaire au nom des organisateurs dont les logos sont apparents en première page. Le thème de ce webinaire, les défis de la cybersécurité pour les institutions financières dans le contexte de l'expansion des services financiers numériques, témoigne à juste titre de l'enjeu que représente aujourd'hui la cybersécurité pour l'industrie financière. Dans un monde de plus en plus interconnecté et digitalisé, en particulier avec l'accélération récente qui est due à la pandémie du COVID, les institutions financières sont de plus en plus confrontées à diverses cybermenaces et celles-ci sont de plus en plus sophistiquées avec des méthodes d'attaque dont la complexité témoigne à juste titre de la complexité du problème auquel ces institutions sont confrontées de nos jours. Alors que nous devenons de plus en plus tributaires des services financiers numériques, le nombre de cyberattaques a triplé au cours des 10 dernières années. Et le secteur financier reste l'une des cibles principales. Le cyberrisque est donc devenu un enjeu particulièrement important au niveau macroéconomique, en ce sens qu'il menace la stabilité financière même du secteur financier dans son ensemble. Nous allons laisser le soin aux panélistes de s'étendre davantage sur le sujet. Je pourrais tout de même rappeler que ce webinaire est le 6e que nous co-organisons avec IPC 8, qui est le International Project Consult, et ses partenaires dans le cadre du programme d'assistance technique de la BEI aux banques et institutions qui financent les PME, ainsi que les institutions de microfinance dans la sous-région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. En ce qui concerne l'articulation du programme, next, voilà. Comme vous pouvez constater au niveau de sommaire, nous allons parler rapidement des informations pratiques. Ensuite, nous parlerons de Making Finance, présenterons les panélistes et voilà, nous irons droit au but dans les présentations. Et enfin, il y aura les questions-réponses. Next. Donc, en termes d'informations pratiques, il convient de souligner ceci, que le webinaire d'aujourd'hui durera environ 90 minutes, y compris les questions-réponses. Et pour un meilleur confort d'écoute, nous avons désactivé tous les micros des participants. Néanmoins, il est possible aux participants de soumettre leurs questions par le bouton qui se trouve en dessous de Q&A ou bien QR en français. Il y a aussi une traduction simultanée qui est disponible du français vers l'anglais et de l'anglais vers le français. Les diapositives les slides seront distribués à la fin du webinaire ainsi qu'un enregistrement du webinaire. Si vous rencontrez des problèmes techniques, n'hésitez pas à passer à envoyer des questions aux organisateurs. Nous ferons le plaisir de vous assister. Voilà. Et en fin de session, il y aura un questionnaire qui apparaîtra et nous invitons les participants à y répondre. Next. Juste pour rappeler pour Making Finance Work for Africa, je pourrais juste souligner qu'il s'agit d'une plateforme d'harmonisation et de facilitation de développement pour accompagner le développement du secteur financier en Afrique. Le secrétariat de Making Finance Work for Africa est logé à la Banque africaine de développement. Voilà, et il existe depuis l'initiative existe depuis environ une dizaine d'années. Comme je l'ai dit, l'objectif, c'est d'aider le secteur financier à contribuer à libérer le potentiel du secteur financier afin qu'il contribue aux efforts de réduction de la pauvreté et de croissance inclusive sur le continent africain. Voilà, nous sommes soutenus par un certain nombre de donateurs, donc la Banque européenne d'investissement, l'Union européenne. Nous avons effectivement par la Banque africaine de développement, mais il y a aussi Afreximbank. Donc, le webinaire organisé, comme je l'ai dit précédemment, dans le cadre de ce programme d'assistance technique
de la BEI pour les opérations du secteur financier. L'objectif du programme, c'est améliorer l'inclusion financière responsable en créant un accès aux services financiers pour les MEPME dans la sous-région. Et cela à travers des lignes d'appui en termes de prêts, mais aussi d'assistance technique aux banques et institutions microfinances bénéficiaires. Next slide. Donc, comme je voudrais juste dire que nous avons déjà rappelé, adressé nos remerciements à la BEI et au besoin, je vais rappeler que la BEI existe depuis 1958. C'est la banque de l'Union européenne. Elle a investi plus de 1000 milliards d'euros dans des domaines prioritaires comme le climat, l'environnement, le développement, l'innovation et les compétences, d'appui aux petites entreprises, aux infrastructures. Et je pourrais dire que la BEI collabore étroitement avec d'autres institutions de l'Union européenne pour favoriser l'intégration européenne et soutenir les politiques de l'Union européenne dans plus de 140 pays. Je ne vais pas m'étendre davantage sur ce point parce que nous avons avec nous un représentant de la BEI en la personne de M. Niklos Milantis, qui est le chef de la délégation de l'Union, la Banque européenne d'investissement en Afrique centrale. Il est basé à Yaoundé. Juste pour donner un rapide aperçu sur notre interlocuteur qui a accepté de délivrer le message introductif, je dirais que Niklos est un banquier international très expérimenté. Il a travaillé en Europe et en Afrique dans des domaines de création d'entreprises, de conseil aux entreprises, de trésorerie et marché des capitaux. Il est particulièrement compétent pour élaborer des projets et soutenir la création d'entreprises, motiver des équipes. Voilà, il a une très longue expérience, très riche dans les banques multilatérales. Monsieur Niklos va donc, après, il va prendre la parole pour introduire en fait tous les mots d'introduction. Et le webinaire d'aujourd'hui sera, en fait, nous aurons comme modérateur Madame Edwige Takassi, qui est expert en finance inclusive et qui travaille avec le consortium IPC. Sur ce, je vais donc passer la parole à Monsieur Niklos Milantis pour ses mots introductifs. Niklos, je vous passe la parole. Oui, merci beaucoup, Hugues, et merci, Edwige, déjà. Je ne sais pas si vous pouvez, j'ai activé la vidéo, je ne sais pas si je suis visible. De toute façon, j'aimerais vous souhaiter le bienvenu pour cet webinaire. Je suis Nikos Milianikis, je suis basé à Yaoundé, je couvre l'Afrique centrale. Donc, dans quelques minutes, je vais faire un peu la liaison entre la BEI et cet webinaire. La BEI est la Banque de développement de l'Union européenne, basée au Luxembourg. Même si 85% de nos opérations sont ciblées vers les pays membres de l'Union européenne, nous avons une grande présence partout dans le monde et on est actif particulièrement et le secteur privé et le secteur public. Ça, c'est important parce que vu le sujet de ce webinaire, on travaille sur ce qu'on appelle cybersecurity, même à un niveau plus macro. Donc, pour le secteur privé, si on cible un peu l'Afrique subsaharienne, on travaille très étroitement avec les banques. Pourquoi? Parce que les banques peuvent canaliser les fonds, acheminer les fonds vers les PME ou les très petites entreprises qui sont très souvent les motrices du secteur privé. Ce qu'on fait comme ça, c'est nous sommes comme un bailleur de fonds en gros, donc on prête vers les banques et les banques peuvent prêter aux PME. En même temps, les banques peuvent bénéficier de notre financement parce qu'elles peuvent financer ce qu'on appelle CAPEX, les investissements à long terme, leur infrastructure, y compris ce qu'on appelle le numérique. Donc, une partie, c'est pour les PME et l'autre partie, c'est l'infrastructure des banques même. Et notre concept de numérique
peut contenir ce qu'on appelle le core banking system, le système principal de la banque, la gestion des risques, les canaux de distribution, le centre de données, toutes les recherches qui est faites pour développer des solutions pour les clients et le cybersecurity. Donc, cybersecurity est très important. Notre travail est basé sur les valeurs et les objectifs de Sustainable Development Goals. Et un des mots, c'est sustainability, donc la durabilité. Et la durabilité vient avec la sécurité. Voilà, donc pour nous, cybersecurity, c'est un espace transversal qui touche tous les secteurs, y compris le secteur financier. Et les banques, plus ils se convertissent dans des institutions qui doivent délivrer leurs produits, leurs services par des canaux digitaux. Il faut passer par l'Internet, par différents canaux numériques, qui fait que parfois il devient très vulnérable aux attaques. Que ce soit ransomware, que ce soit une attaque de volet de données, que ce soit une fraude interne par le staff, par le personnel. Tout sont des choses très importantes pour les banques. Et nous travaillons avec nos partenaires, les banques partenaires, pour faire face à des menaces comme ça. Donc, je ne dis pas plus, je vous laisse aux mains de nos collègues qui travaillent dans le secteur du numérique, des banques ou des consultants, qui peuvent vous donner toutes les informations et partager leur expérience avec vous. Et de toute façon, je souhaite à tout le monde un très bon déroulement de cet webinaire. Entre-temps, peut-être à la fin du séminaire, mes coordonnées peuvent être passées à l'audience au cas où ils veulent me contacter pour les possibilités de financement de la part de l'API. Merci beaucoup à tous et je passe la parole à Edwige, je crois. Merci. Merci beaucoup, Nicolaus, pour cette introduction. Bonjour à tous, je m'appelle Edwige Takassi, je serai la modératrice de la session d'aujourd'hui. Nous sommes d'ailleurs réunis pour aborder les questions épineuses relatives à la cybersécurité. On le sait, la pandémie a accéléré la banque à distance, ce qui inclut tout un ensemble de services financiers numériques. Il y a eu aussi le travail à distance et tout cela a ouvert des brèches en termes de sécurité. Et il se trouve que les cybercriminels, d'autre part, modernisent eux aussi leur approche. Pour donner un exemple, en février 2021, l'une des plus grandes banques de Tunisie a été attaquée par des cybercriminels qui ont demandé une rançon pour leur rendre l'accès à leur propre système. Les opérations de la banque ont été paralysées pendant 24 heures et suite à cela, bien entendu, l'autorité de régulation a émis une recommandation pour demander à toutes les banques de renforcer leur cybersécurité de manière générale. Et ce scénario, on pourrait l'imaginer un peu partout. Une étude récente menée sur 148 banques dans 12 pays d'Afrique subsaharienne montre d'ailleurs que 85% des institutions financières interrogées ont déjà été victimes d'une ou plusieurs cyberattaques qui ont causé des dommages, parfois à plusieurs reprises. Alors, les questions clés que nous allons aborder aujourd'hui. Quels sont les principaux risques de cybersécurité? En quoi les services financiers numériques ont-ils accru le risque de cybercrime? Et quelles sont les étapes clés à suivre avant et pendant un processus de numérisation pour s'assurer qu'on limite le plus possible la cybercriminalité? Et enfin, nous allons partager des mesures clés à mettre en place pour protéger les institutions financières et leurs clients. Alors, je vous le disais, nous avons réuni des experts en cybersécurité. Nous avons donc aujourd'hui Eric Malm,
qui est directeur informatique d'Access Bank Liberia. Eric a une expérience diverse en tant que consultant en digitalisation et canaux alternatifs. Il a longtemps été directeur informatique chez ProCredit Ghana et a travaillé en tant que responsable de la stratégie, de la planification, de l'architecture informatique pour une grande banque commerciale au Ghana. Eric est titulaire d'une licence en informatique au Ghana Technology University College et il se passionne pour le développement de logiciels, notamment destinés à dynamiser les processus commerciaux. Nous allons donc donner la parole d'abord à Eric pour partager son expérience par rapport notamment au risque accru de la cybercriminalité dans un contexte de pandémie. Eric, je vous laisse la parole. Hi, good morning, afternoon, or evening, depending on where you are coming from. As Elvish said earlier on, I'm Eric Mam. I'm the CIO at Access Bank Liberia, right? So I will really be talk about cybersecurity in this presentation, and I'll also merely focus only on pandemic issues, as Elvish mentioned earlier on. So in my presentation, we're going to see the agenda, please, next. In my presentation, you're going to see more the impact of COVID-19, what we have in the world, what really happened during COVID-19, how did it affect most of the financial institution, either you are a banking institution or a smaller financial institution. And at the same time, most of the financial institutions, in my second point, I will talk about the response. What did they do to combat, to survive in this difficult time? And the response they did really triggered the new cyber attack that we have seen emerging now. And the last, not the least, but how can we, as the financial institutions and also as a bank or any kind of sector, can prevent that in the future? All right. So my first slide, next please, is just to give you an impact of what happened during COVID-19. We realized that during COVID-19, we have at least 95% of all cybersecurity breach was done by human error. And this is not a new figure, it has been like that. And this was due to either one of your staff fall on a phishing attack, or somebody forgotten a configuration that's supposed to have been done, or a fall on a social media due to something is not supposed to have said, okay? So this human error has contributed a lot to cybersecurity. I will not pass through all the statistics, and Elvish also mentioned some of them. Some that are very important for us to really look at this stage is to know that we have the US FBI reported that you have like 300% increase in cyber crime in just within the pandemic time. So this is quite a lot. And if you are a bank or you are a financial institution, you think that you have not been affected, I would say rather that you have been hacked, but just that you are not aware about the impact. And another statistic that is good to put across is in 2021 alone, we spent $6 trillion just to combat cybersecurity. And if you know that Africa GDP is only about 2.6 trillion, it means we spend 3 times the GDP of Africa just to combat all this crime. This is very important for us to have that at the back of our mind. Next slide. So the next slide will tell us the response of our financial sector. What do we do when we realize that our business is going to collapse? Most institutions react by changing their working environments. Social distance was instituted by most governments, so most companies took it over and encouraged their workforce to stay home and work from home. Okay, these are measures that you are all conversant with. Virtual meeting happened, Zoom, just like what we are having now. And this happened somewhere medium that was not encrypted, have a lot of risk. Most corporate institutions lessen their
their security level just to allow business to happen, because at the crucial moment, business was first and security second, right? So this is what happened. And there was a lot of adoption of BYD, that is bringing your own device. So if you are home, you have your own laptop, you can still use it to connect to the corporate network. That changed drastically, because in the past, some of these were not allowed. You can now bring your own device even in anywhere and use that medium to exchange crucial information on the public domain. This was also allowed. And we have some corporates really had a lot of brilliant ideas that they were never implemented. They were risk assessing the fintech company that's supposed to do that for them. But the pandemic really speed up the process, and those fintech were allowed to develop just fast, just to produce some result without really risk assessing them to know whether those fintech was okay to conduct business in a cyber environment. And as I'll say, the digitalization for some of the company was fast track, and that created some kind of problem that we'll look at later. The next slide, please. Now, the digital banking was also crucial, because the space has changed. Most clients cannot access their banking channel anymore. The only channel that was left was more or less the digital channel. So most banks really spring at a lot of products just to get the new customer experience that their clients needed, okay? And upon that, what we did also, there was no more servicing that was really put in place. We were engaging the client on a day by day. What an example is, if you have a banking that is more into loan, and your clients are not paying because they cannot access your premises, a customer service desk was created, and a call was given to that client on a daily basis. So there was a lot of calls given to the client, engagement was done, and this created the other type of attack that we'll see next. And as I mentioned earlier, a lot of new technology was spent up, was just put in the domain just to combat the fact that the business was collapsing. And this part of the world, I'm talking about Africa, most of our consumers or most of our clients were not really into a digital product. But due to the pandemic and the necessity, we force customers who are not ready to be really served by those services or by those type of products to be into the digital space. So then you have a client that have their mobile phone because they don't even know how to tap the PIN, but they have the product, they have to do it, then they have to share it with a third party not to do that. That created a lot of problems. So these are the response that we did during the pandemic, and there are several of them. I'm sure most of you are aware about all this. They are common to survival of the business. But now let's see what happened after this. What do? We created an environment ready for hackers, okay? So that created a lot of attacks. This explains why we have 300% increment of attacks. And this was due to, we have cyber attacks that came out, fake news on a website for coronavirus. And this, everybody was on alert to look for any news on coronavirus. Then that's easy, you can easily fall onto a phishing attack. This was easily done because all the phishing was directed towards to news. And if you want to know more about coronavirus, this is where you're supposed to. And then a lot of staff falls victim of that. Since also a lot of video conference system was put in place, a lot of credential was stolen and put on the dark web. And you have lots of unwanted guests joining meeting, just like this one, and getting information that is vital for company and selling them. So the opening of the video conference on some encrypted channels created a lot of hacking that happened
due to stolen of credential and unwanted medium. And the fact is that we let a lot of employees to work home. There are some employees that really became hackers themselves because they were interested to know all along what they can do alone in the house behind and connecting to the corporate environment. So malicious employees was trying to hack their own company and became hackers. And at the same time, giving opportunity to other people to tap into that. Due to the fact also that we increased our own device, the use of your own laptop or the use of your palm top or any other personal device, we have a lot of issue to deal with because those devices were not standards according to the corporate environment. And the same effect also when you have home Wi-Fi. We all know how home Wi-Fi was not, the password restriction was loose. Then we have hackers who can easily access those home Wi-Fi and at the same time getting onto the corporate network. We have some sophisticated phishing that happened. They were more intelligent in the future and that really affected us. As I mentioned earlier, there was a lot of kind of engagement that created a new channel of phishing that is called phishing. That is a voice phishing. A lot of voice phishing went ahead to try to really give another sense of attack to the clients. And the clients, I mean your clients as a banking institution. And like I mentioned earlier, sophisticated ransom happened. Next slide. So apart from all this attack, what can we do, right? The attacks are real, they are enormous, they are in numbers. You can have less than 30 attacks in every 30 seconds you have an attack. So what can we do as an institution to keep our banking going on, our financial institution working? So staff awareness is something we need to rethink about. These are all measures that are put down here are existing already, but we need to rethink and put them back into practice. So staff awareness is key for everything. Timeout in key system, this is a basic of every system cybersecurity guy will tell you. And since people are no more in their office, corporate environment is loose, people are either at a coffee shop or in their home, timeouts need to be rethink. It should really work and be shorter than in the past so that I can enhance it. And we also have measures that need to be put in place. One person should not be able to start and complete a transaction. This is what we call normally in banking 4Is principle or kind of segregation of duties. This needs to be implemented. So even if somebody is in the house, is going to do a transaction at home, it need the support of another person so that we can ensure that the transaction is really happening, okay? So these are kind of measures that you need to reinstate and make sure that they work faster like in the past. There are some few measures that we also need to put in place. Since a lot of people are bringing their own device, there are some few measures that need to be put in place, like a host check-in. Host check-in is the advantage to a system to really check the computer that is coming into your corporate environment. Even though it's a personal computer, does it adhere to a minimum basic security that needs to be put in place? An example of antivirus. We all know somebody having his own laptop doesn't really update his antivirus. So the host check-in will have to see, is this antivirus up to date? If not, the corporate world have a responsibility now to even update antivirus of those users so that they can really adhere to a basic standard of All right. So this I also talk about the Wi-Fi. This we need to educate our staff or our staff working from home to have strong password. This is a basic that they can do so that we can be sure that we have a strong remote working environment. And not the least, it's something all cybersecurity experts will tell you, patching.
don't wait until the vulnerability before you start thinking about patching. This is something that needs to be done. And we also need to review our system, because before the pandemic, what did happen? We opened all the doors, the back doors. So now there will be time that we need to reassess everything and make sure that what we put, the back door we open, we close them one after the other to really reduce the risk of cybersecurity. Eric, it seems like there's a lot in your list, in the sense that cybersecurity is such a heavy responsibility that companies really need to take time and dedicate budget and resources to it, right? Right. So that is for Shell, that is all about measures. Since this presentation will be available for you, this is a nutshell what you can do to combat. So in summary, during the pandemic, we opened the door. We opened doors for, and it's time for us to reassess all these doors we open and close them and prepare a better remote working environment for our staff, and at the same time secure our business. Thank you very much. All right. Thank you so much, Eric, for this insight. From what you're saying, what I keep in mind is that the pandemic has come on the one hand as a wake-up call for financial institutions to find new solutions to bring their services to their clients, which, you know, developed a lot more transactions in terms of digital financial services, and even some financial institutions started their digitalization journey because of the pandemic. However, we need to keep in mind that going too fast with this without assessing enough the risks and putting the measures might be very dangerous and might be actually taking financial institutions back. So it's really important to make sure that you have the right resources for this. And one thing you mentioned is the creation or making sure that financial institutions have security officers. Can you give us a little bit of background of what a security officer is, and whether this is just somebody in IT or whether it's a completely different set of skills? All right, so an ISO, what we would normally call information security officer, is not really have to reside with IT. It's more a risk officer. Is a risk adverse guy who's supposed to look on the cyber space and see all the potential risks that can affect the institution, right? So most of the institutions took it lightly. They didn't employ it. They didn't define the role. But with this pandemic now, it's necessary that small institutions, if you don't have the muscle to do that, you can contract a company or outsource it to make sure that somebody at least look at your cyber space to know what is happening. How is it? Do you have a potential to leak data? Because leaking of data became one of the major things that happened during the pandemic. So it would be good to have somebody who have a back on that, and also to allocate a budget for that. This is very important. Right, thanks very much. A second question that is being asked by one of our participants. The participant would like to hear about, in your experience, what has been learned about risk when financial institutions lower their KYC requirement, because you spoke about, doors being open because of more flexibility. So what's your experience with this? And would you conclude that there's then motivation or evidence to offer more tiered KYC requirements so that marginalized clients can also be financially included? Or would you actually go the other way around and say, cybersecurity is too big of a topic and there's no way we should have more flexible KYC requirement? What's your sense about that? Right, I think it's a chicken and egg situation you are giving me now. At one side, the business want to grow, right? So if you want to grow, you can lower all the restriction. But once you do that, you are faced with another problem. This is exactly what happened during the pandemic. So I would say you should be very prudent when you are doing that. You should really reassess it and know everything you are removing, that the impact will not be that heavy on you when in case you're going to have an attack. So with this KYC, you have to be prudent. You have to be very prudent, reassess it before you do anything like that.
because the hackers are there, it's real, it's not a fake news. Right, so would you say that digital finance and cybersecurity are, mutually excluding factors and therefore there's no way to avoid conflict? Or would you say that there's a more granular answer to this question? I would say they exist together. It's like, it's impossible to, in our past world when there was no digital, it's like a bank. When you open a bank already, you will see already robbers are ready to plan against you, okay? So it's the same thing that is happening in the cyber space. So automatically you go digital, you already face the risk of cyber attack. So you just need to combine the two, prepare yourself and be cautious when you are moving and get an expert's advice when you are digital. All right, great. Thank you very much, Eric. We will now hear our second panelist speak about his experience as well. I think the topic is a fascinating one, and we have more than 220 participants listening to us. We'll make sure that we can address the question as they are coming. Our second guest is called Stéphane Conant. Stéphane, maybe you can... Stéphane, vous pouvez mettre votre caméra, s'il vous plaît. Je repasse en français. Stéphane est un spécialiste de la cybersécurité, de la cyberdéfense et de la lutte contre la cybercriminalité de manière générale. Il a une vaste expérience, notamment des projets gouvernementaux et du secteur privé. Et avant son rôle actuel, il a été précédemment conseiller au ministère de la Défense et il a également occupé le poste de directeur de la direction informatique et des traces technologiques au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité en Côte d'Ivoire. Stéphane possède une expérience internationale dans la gestion d'opérations de sécurité nationale et de renseignement. Nous allons donner la parole à présent à Stéphane afin qu'il puisse également partager son expérience, notamment par rapport à la sécurité des données dans un environnement bancaire. Stéphane, vous avez la parole. Nous ne vous entendons pas encore, Stéphane. Alors, nous n'entendons toujours pas. Je pense que vous avez peut-être, par erreur, désactivé votre micro. Ah, toujours pas. Alors, ce sont les aléas du direct. Je pense que nous allons regarder le souci technique en off. Et ce que je suggère, c'est que nous puissions, dans ce cas, donner la parole à notre troisième intervenant, Ghislain Nkoudjou, qui est le responsable sécurité des systèmes d'information et plan unique de poursuite des activités chez CCA Bank au Cameroun. Ghislain est actif dans la sécurité de l'information et la cybersécurité depuis plus de 12 ans. Il a été très impliqué dans la mise en place de la politique de sécurité et du plan de continuité d'activité chez CCA Bank. Et cette fonction est directement liée au directeur général avec une forte responsabilité, tant en termes de volet conseil qu'au niveau opérationnel et également en termes de formation. Alors, nous allons vous donner la parole, Monsieur Ghislain, pour partager votre expérience, notamment au sein de CCA Bank et au Cameroun de manière générale, par rapport aux défis de la cybersécurité dans les banques. Vous avez la parole. Alors, merci Edwige. Bonjour à tous. Edwige, tu sais, c'est constamment très compliqué de prendre la parole après toi parce que savoir décrire aussi efficacement une personnalité, c'est trop le dire. Alors, on va entrer dans le vif du sujet, là, puisque on doit parler des défis de la cybersécurité dans les banques au Cameroun. Au Cameroun plus précisément parce que l'idée globale de ce webinaire, c'est de partager l'expérience autour de la cybersécurité dans les environnements bancaires et financiers globalement. Next slide. Nous allons attaquer cette présentation d'un autre angle de vue. Là. Notre angle de vue pour pouvoir, parce qu'on va être suffisamment précis pour pouvoir traiter de ce sujet de cybersécurité. Notre précision, pourquoi? Parce que si nous observons l'écosystème global en termes de trafic qui circule sur Internet, là, nous avons fait un focus sur
sur les éléments de cybersécurité. Que se passe-t-il globalement en 1 minute sur Internet? D'après le site Minute, nous avons pu obtenir des informations pertinentes que sont présentées là. Dans 1 minute sur Internet, on a une perte d'environ $1 milliard en termes de risque cyber. Là, on a 1,9 million de phishing qui traversent Internet et dans le même ordre, près de 6 000 mots de passe sont dérobés, toujours en 1 minute. Là, lorsque l'on fait un focus sur ces mots de passe, on se rend compte que 5 700 mots de passe bancaires sont dérobés là, au niveau sur Internet en 1 minute. Et une vulnérabilité découverte et mise en public toutes les 26 minutes. Là, ça, c'est ce que nous présente l'écosystème. Maintenant, si on essaie d'extraire dans cet écosystème-là, le Cameroun, qu'est-ce que ça donne au Cameroun? C'est 1 minute sur Internet. Next slide. Checkpoint. Allez, au jour où nous prenions cet état, ou cette cartographie en temps réel des attaques sur le monde entier, là, il était environ 13 heures et on était à près de 10 millions d'attaques qui circulaient là, au niveau d'Internet. Donc, nous avons fait une extraction de celui du Cameroun. Donc, au Cameroun, on se rend compte effectivement que parmi les attaques qui circulent, là, on a 0,6% d'attaques qui sont ciblées, qui ont pour cible exactement les banques. Là. Donc, ça soit les Troyans au niveau des mobiles, les Troyans au niveau des applications web et bien d'autres. Bien plus, on a 3,6% qui concerne les botnets et 7,5% qui concerne les mobiles et le reste, les ransomware. Ça, c'est une information qui date d'il y a moins d'une semaine là, en termes de cyberattaque. Avec ces données, là, comment est-ce que le Cameroun est classé là, au niveau mondial ou au niveau africain en termes d'exposition aux différents risques cyber? Next slide. On se rend compte avec cette information que nous, le Cameroun, on apparaît comme 14e pays le plus attaqué au monde. 14e pays, bah, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt au Cameroun, en fait. Là, et je ne pense pas que ces cybercriminels qui essayent d'attaquer le Cameroun sont là pour attaquer l'éducation et bien d'autres. Le cybercriminel, lorsqu'il attaque, il va vers les cibles qui pourront lui générer un revenu, qui pourront lui permettre d'avoir une retraite paisible. Et dans les environnements qui peuvent lui générer un revenu suffisamment fort, qui peut lui permettre d'avoir une retraite suffisamment paisible, ne sont que les institutions financières. Et au niveau de l'Afrique, nous sommes le 5e pays le plus attaqué en Afrique. Donc, vous voyez que globalement, il y a de l'appétit. Il y a de l'appétit au Cameroun. Il y a de l'appétit aussi parce que le Cameroun a décidé aussi d'entrer vers cette émergence digitale et bien plus. Le Cameroun aussi compte un ensemble d'environnements bancaires qui offrent des services là, pour pouvoir accéder à leurs ressources à distance, qui permet aux clients de pouvoir se connecter à distance, de pouvoir consulter le solde ou faire des opérations et bien plus. Next slide. Toutes ces informations-là ne sont pas sans conséquences. Nous avons décidé de publier ou de partager avec vous les informations que vous voyez affichées en face de vous. NCA Bank a perdu 1,4 milliard en 48 heures en 2011, suite à une attaque cyber. La EcoBank a perdu 3 milliards en 2012 par le piratage de 43 comptes. CCA Bank aussi, elle a perdu 1 milliard en 2016 par le piratage de 13 comptes. Et Bolloré aussi en a payé les frais. Donc, on se rend compte que juste en moins de 5 ans, on a près de 10 milliards de francs CFA qui ont été volés, là, qui sont les conséquences réelles exactes d'un risque cyber. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce sont les conséquences réelles et exactes d'un risque cyber? Parce que 10 milliards déjà peuvent permettre aux cybercriminels de pouvoir se créer une banque. 10 milliards, c'est un capital suffisamment nécessaire pour pouvoir ouvrir un établissement de microfinance. Ça veut dire que nous devons mettre en place tous les moyens et les dispositifs pour pouvoir se protéger de ces différents risques qui ont un impact fort avec une perte sèche. Déclaré. Next slide. Là. Parce que le risque cyber, c'est ce que nous disons toujours,
elle constitue et constituera toujours pour le système financier une menace systémique dont l'acuité a été renforcée depuis la crise, ou l'épidémie à Covid. Pourquoi est-ce que l'on parle de risque systémique ici dans cet environnement bancaire? Parce que vous qui êtes connectés, vous qui êtes pour la plupart des temps des personnes qui travaillent dans l'environnement bancaire, on sait que tous les environnements bancaires et financiers se partagent un risque qu'on appelle le risque systémique. Ça veut dire que il est fort probable que si une banque coule suite à l'effet d'une attaque cyber qui a réussi dans son environnement, les autres banques peuvent le suivre. Next slide. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire globalement? Est-ce qu'il faut empêcher, est-ce qu'il faut s'arrêter là, net, là, et se contenter de ce qu'on a et boucher tous les trous, là, en se disant, OK, on va vivre en autarcie dans notre banque, servir le client par la caisse et ne proposer aucun service digital. Là, non. Là, les banques de nos jours sont soumises au défi de l'heure. Le premier défi, c'est la réglementation. Il faut s'aligner. Même comme elle ne possède pas une baseline suffisamment solide au Cameroun, avec tout ce qui est risque cyber, là, il faut s'aligner à la réglementation. Par la suite, on a le télétravail qui nous a été imposé par la pandémie à Covid-19. Et pour finir, il faut se digitaliser, il faut proposer des services. Il faut vendre des services à la clientèle. Il faut permettre aux clients là, qui se trouvent à l'autre bout du monde de pouvoir céder à son service à partir d'Internet. Next slide. Et alors, qu'est-ce qu'il faudra donc faire? On se rend compte que il faut axer, d'après une étude du CCIN, il faut axer les priorités sur 3 axes forts. Le premier axe, c'est la gouvernance de la cybersécurité, c'est-à-dire le remettre à un bon niveau. Là, et le second axe, c'est mieux former et sensibiliser les usagers aux questions de cybersécurité. Là, il faut leur inculquer la culture qu'on appelle la culture de la cybersécurité, en leur disant quelles sont les bonnes pratiques en termes de risque. Là, et aussi, il faudra allouer davantage de budget aux ressources de cybersécurité. Parce que si votre téléviseur vous coûte 100 francs CFA, désolé de parler en CFA, là, il faudrait qu'on soit capable de dire il faut investir 50 ou 75 francs CFA là, pour pouvoir protéger ce téléviseur qui nous permet de gagner 70 francs CFA tous les ans. Next slide. Alors, quels sont les risques de cybersécurité? Si vous vivez en autarcie, vous aurez les risques qui sont exposés là. C'est-à-dire, de manière globale, l'usurpation d'identité, c'est le premier risque et la première conséquence d'attaque de nos jours. Et par la suite, on a le vol de données et le chiffrement ransomware. Mais par contre, si on décide de pouvoir se digitaliser, d'aller de l'avant, next slide, il faudra que l'on soit capable d'accepter qu'en plus des risques existentiels en termes de menaces, on aura beaucoup plus de risques comme du phishing ou du phishing ciblé, là, ou encore l'exploitation des failles parce que vous avez des services qui sont exposés, ou encore des brute force et bien plus, ou encore des attaques via des canaux, via des prestataires externes, ou encore le supply chain attack. Là, tout ça, ce sont des attaques qui arrivent lorsqu'on décide de s'exposer. Alors, nous avons proposé là, une démarche pour pouvoir augmenter d'un cran le niveau de cyberdéfense ou de cybersécurité au sein d'une organisation. Next slide. Là, parce que notre démarche repose sur 6 principes là, connus. Là, il faut d'abord reconnaître premièrement que les stratégies dans les environnements bancaires ne sont pas souvent adaptées et productives. Là, par la suite, il faut responsabiliser la cybersécurité et ne pas forcément l'attribuer à un personnel qui est uniquement technique. Et aussi, le facteur humain, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut le sensibiliser et avoir une méthode efficace pour la gestion des incidents. Alors, quels sont nos 9 points, next slide, pour pouvoir nous aligner? Là, premièrement, si on aborde une défense en profondeur, une stratégie de défense en profondeur, le premier point, c'est la sécurité du réseau, c'est-à-dire protéger tout ce qui est bordure, réseau et périmètre, contrôler et tester toutes ces mesures de sécurité qu'on a appliquées sur ces bordures. Par la suite, on monte d'un cran, on sensibilise le personnel, on sensibilise les équipes, on leur fait des formations là, pour pouvoir implémenter les règles de sécurité et bien plus. On monte dans notre cran. Là, une fois ces éléments mis en place, on doit prévenir les malwares, tout ce qui est malware. Là, on établit des périmètres de défense en termes d'antivirus
et on implémente les règles efficaces pour lutter contre les mal, tout ce qui est malware. Par la suite, il serait bon de protéger l'équipement en lui-même en verrouillant tout ce qui est port USB et bien plus. Et on adopte aussi une méthode de configuration sécurisée qui permettra d'appliquer les patchs de sécurité lorsqu'elles sont distribuées et publiques, de créer un inventaire pour définir un modèle pour tous les équipements informatiques. Next slide. Next. OK. Et par la suite, on doit gérer les privilèges des utilisateurs. C'est-à-dire, on doit appliquer le principe du moins de privilèges et du besoin d'en connaître. Et gérer les incidents. Lorsqu'il y a un incident, comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce que l'on fait? D'où est-ce qu'on commence à appliquer, à dérouler la stratégie? Par la suite, il faut créer la surveillance. C'est-à-dire mettre en place des éléments pour permettre de monitorer et de se rassurer que tout ce qu'on a mis en avant est appliqué, et aussi analyser tout ce qui est journaux. Et pour finir, puisque la pandémie à COVID-19 nous l'impose, pour tout ce qui est travail nomade ou travail à domicile, il faut développer une stratégie du travail nomade et former les employés pour une bonne adhésion et appliquer les modèles de sécurité sur tous les périphériques. Et pour finir, protéger ces données à la fois lors du transit en le cryptant dans des protocoles de suffisamment définis et adoptés en interne, et aussi au recours en utilisant un chiffrement fort comme du BitLocker et tout ce qui est indécent et qui va avec. Donc, voilà globalement ce que j'avais à partager avec vous. Merci Edwige, merci à tous là, pour votre attention. Merci beaucoup, Ghislain. Merci également pour le respect du temps. On retient de votre présentation cette proposition originale d'avoir un plan en 9 étapes. Et dans ces étapes, j'ai bien aimé le fait que vous passiez en revue tous les éléments clés de risque et les recommandations qui peuvent aller avec en termes de conseils aux institutions financières. Donc, on retient que le risque est partout, que c'est très coûteux. Donc, il vaut mieux avoir un budget cybersécurité conséquent et le considérer comme un investissement que de se retrouver dans une catastrophe en termes de cybersécurité et perdre beaucoup plus d'argent d'ailleurs. Alors, par rapport à ça, nous allons essayer de repartir vers Stéphane pour écouter son résumé également. Stéphane, qui, je le rappelle, a une expérience plus large encore, pas seulement le secteur financier, mais véritablement les questions de sécurité, cybersécurité, même à l'échelle nationale. Une fois la présentation de Stéphane terminée, on va prendre quelques questions parce que les questions qui sont posées semblent recouper les compétences de Stéphane et celles de Ghislain. Donc, je propose qu'on modifie un peu le déroulé à ce moment-là. Je pense que ce qui se passe avec Stéphane, c'est qu'on entend sa voix dans le canal français. Donc, on va tester. Stéphane, vous pouvez peut-être prendre la parole et donner le titre de votre présentation. Voilà, exactement. Donc, on entend Stéphane dans le canal français. Donc, j'invite tous nos participants à activer leur canal en bas de leur écran. Stéphane ne bouge pas, mais ce sont les participants qui vont pouvoir vous entendre en activant le canal français de votre écran en bas à droite pour pouvoir entendre la présentation de Stéphane. Voilà, Stéphane, je vous laisse la parole pour votre partage d'expérience.
pense que nous sommes en train de chuter. Merci beaucoup, Stéphane. Est-ce que vous pouvez demander à tous les participants de rebasculer sur le canal normal, de ne pas rester sur le canal français parce que sinon, ils ne pourront pas écouter les autres. Je ne suis pas sûre que tout le monde m'entend. Si vous pouvez juste relayer le message. Normal. Non, pas anglais. Juste être hors de tous les canaux de traduction. Juste être en off. Mettre en off. Voilà, tous ceux qui veulent entendre en français à partir de maintenant, voilà, on bascule en off et ceux qui sont en anglais restent en anglais. Merci beaucoup Stéphane pour votre partage. Je note dans ce que vous avez dit que, en fait, quand on parle de cybersécurité, tout n'est pas cyber. Même les poubelles dans les banques peuvent être un risque si elles sont des poubelles ordinaires et non pas des machines à découper, par exemple, parce qu'on peut y retrouver des informations extrêmement importantes qui elles-mêmes peuvent conduire à des fuites d'informations et servir à des cybercriminels. Donc, le travail de cybercriminalité n'est pas un travail seulement d'informaticien ou d'agent de la sécurité de l'information, bien au contraire, c'est un travail qui concerne tout le monde. Il y a un certain nombre de questions qui sont posées, mais je constate que ces questions recoupent plusieurs intervenants et donc, je vais utiliser la même astuce que tout à l'heure. Je vais demander à notre dernier intervenant, Jean-Louis, de partager un peu son expérience d'abord parce que je pense que certaines des choses qu'il va dire répondront aux questions qui sont posées et ensuite, on utilisera le temps que nous avons à la fin pour rebondir sur les questions non encore couvertes. Je rappelle que Jean-Louis Perrier est directeur de programme de l'ACRC, Africa Cyber Security Resource Center for Financial Inclusion. Donc, on parle bien de comment s'assurer de la protection de la cybersécurité dans le contexte de l'inclusion financière, justement. Il a une grande expérience d'éthique de la sécurité, de la fraude et du risque, ainsi que du secteur financier et des services financiers numériques et FinTech. Jean-Louis était également le cofondateur de Suricate Solutions, une société dédiée à la cybersécurité en Afrique, qui a lancé au Sénégal en 2017 le premier centre opérationnel mutualisé de cybersécurité pour la finance inclusive en Afrique de l'Ouest. Jean-Louis, merci d'être là. Je vous laisse la parole pour votre partage d'expérience. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et merci à la BEI pour son invitation aujourd'hui. Alors, sur l'image, on voit sur le nuage de mots tout un grand nombre de termes qui concernent notre projet. On sait que la cybersécurité, c'est effectivement un sujet assez complexe. On l'a vu dans les interventions précédentes. Donc, on va essayer de donner un petit peu d'ordre à tout ça et de donner des perspectives pratiques pour apporter des réponses concrètes au secteur financier dans son ensemble. Depuis la Banque centrale jusqu'à la petite microfinance ou à la petite fintech, tout le monde partage le même contexte. Il faut se rappeler ce qu'a été le wake-up call, comme on dit. En 2016, la Banque centrale du Bangladesh a perdu 81 millions de dollars suite à une attaque de cybersécurité à travers le réseau SWIFT. Ça a permis au secteur financier de prendre conscience potentiellement de l'énormité des dégâts qui peuvent être causés par des cyberattaques. Alors, regardons rapidement le contexte qui a été un petit peu dévoilé par mes collègues, le problème, la notion de cyber-résilience, et puis ensuite on verra comment le projet et l'organisation ACRC se propose d'aider le secteur financier africain à faire face à ces menaces. Alors, on voit bien qu'on a affaire à des menaces globales. 86%
des attaques ont une motivation financière. Je crois que c'est Eric qui le disait tout à l'heure. L'objectif du hacker, c'est de gagner de l'argent pour prendre sa retraite tranquillement. Donc, on a affaire à un business. Le business, il doit avoir un retour sur investissement. Et donc, ils vont choisir forcément les cibles qui vont apporter le maximum de valeur. Donc, on est bien face à du crime organisé pour plus de 50% des attaques. Et si 70% des attaques sont externes, il en reste quand même 30% qui sont au moins d'origine interne ou avec une complicité interne. Ça a été indiqué. Ça a été indiqué sur le fil de discussion. Qu'est-ce qu'il en est des attaques internes? Donc la différence, c'est que c'est plus facile, évidemment, qu'on bénéficie déjà d'informations privilégiées. Le dernier point, c'est qu'il est extrêmement malaisé de détecter les attaques de manière générale. Il y a un chiffre qui varie d'une année sur l'autre, mais qui est dans les alentours de 250-280 jours entre le moment où l'attaque démarre et le moment où elle est détectée. Inutile de dire que pendant ce temps-là, le hacker a tout le temps qui est nécessaire pour vous voler toutes les informations, réaliser des transactions frauduleuses, voire tenter de bloquer votre institution. Le secteur financier, face à ça, en Afrique, c'est quand même plus de 3000 institutions financières et fintech, donc de banques centrales, des startups, des microfinances, des micro-assurances, etc. Donc, c'est très divers. C'est plus de 250 à 300 millions de clients qui sont souvent des clients fragiles et donc qui ne peuvent pas se permettre de perdre de l'argent suite à une attaque. Et les institutions elles-mêmes, souvent, sont fragiles et risquent réellement de disparaître suite à une attaque. Ensuite, on voit que les régulateurs, les responsables des risques, maintenant, notent tous que la cybersécurité est un des sujets principaux en termes de risques, certainement le premier des risques opérationnels. La dernière réunion de stratégie de l'Alliance for Financial Inclusion, il y a 2 ans à Abidjan, les 90 banques centrales qui étaient représentées notaient que la cybersécurité était la menace principale au développement de l'inclusion financière. Donc maintenant, il y a une prise de conscience qui est bien entamée. On l'a vu dans les interventions précédentes également. Les techniques d'attaque sont nombreuses. La question, c'est comment y faire face efficacement. Alors, comme ça a été noté aussi dans les questions, il y a très peu de ressources en cyber aujourd'hui en Afrique. On estime qu'il y a à peu près 10 000 experts en cybersécurité sur le continent. Il y en aurait aux alentours de 700 000 aux États-Unis, plus 300 000 postes ouverts. Donc, ça fait évidemment un appel d'air qui est important pour les ressources du continent. En termes de ressources financières, on estime les dépenses en cybersécurité aux alentours de 1,5 milliard de dollars par an. Et ça, il faut savoir que c'est égal aux dépenses en cybersécurité des 4 premières banques américaines. Il y a 3-4 ans, JP Morgan, donc je crois que c'est la première banque américaine, a subi une attaque importante. Le directeur général a été un peu énervé et il a décidé de doubler le budget de cybersécurité qui est passé de quelque chose comme 200 millions de dollars à 400 millions de dollars par an. C'est un chiffre approximatif, je n'ai plus de chiffre précis Face à ces difficultés, on voit que la solution apportée par les autorités locales, qu'on pourrait attendre normalement, n'est pas encore vraiment opérationnelle. Il n'y a qu'une quinzaine de pays sur les 54 ou 55 qui sont dotés d'agences nationales de cybersécurité. Ces agences ont à charge souvent la sécurité ou la sûreté nationale. Ils ont affaire au trafic de drogue, à la pédopornographie et à plein de sujets de cybercriminalité. Donc évidemment, la protection du secteur privé et en particulier la protection du secteur financier n'est pas nécessairement leur priorité. Ils n'ont pas forcément les ressources en conséquence. Et on voit aussi que le partage d'informations, la coordination entre toutes ces entités publiques et privées au niveau du continent
est quasiment nulle aujourd'hui. La prochaine, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on est pris un petit peu en tenaille. Donc, d'une part, un coût de la cybersécurité, la cybercriminalité qui est de l'ordre de 3,5 milliards de dollars par an, qui augmente surtout de 20% par an, c'est considérable. L'urgence de développer l'inclusion financière, des réglementations plus strictes, comme cela a été indiqué, par exemple, en termes de protection des données privées, mais il y a aussi des réglementations sur la cybersécurité qui sont en train de se développer rapidement. Il y a des nouveaux risques pour l'inclusion financière à travers l'ouverture ou le renforcement des services financiers numériques. Et on voit très bien, comme ça a été souligné également tout à l'heure, l'augmentation d'incidents sévères. Pour nous, c'est à partir de 500 000 $ ou 500 000 €. Ça commence à être délicat au niveau des finances des institutions financières. Le dernier point, c'est la stabilité financière et les risques socio-économiques. On vante la réussite au Kenya des services financiers numériques, par exemple de M-Pesa. Admettons que 40 ou 50% de la population du Kenya soit utilisatrice de M-Pesa. Si demain, M-Pesa était bloqué pendant une semaine ou 15 jours, ce qui est absolument dans l'ordre du possible, quelles seraient les conséquences sur la population, ne pouvant plus toucher ses pensions, ne pouvant plus envoyer de l'argent au village, ne pouvant plus obtenir des subsides de l'étranger? On voit bien que ça peut être absolument catastrophique au niveau de la stabilité, y compris politique et financière du pays. On a aussi une interconnexion de tous les systèmes financiers qui est croissante, et il est très clair maintenant qu'une attaque rentrant quelque part, il y a quelques exemples, par exemple au Mexique, où l'ensemble du système financier a été bloqué en l'espace de quelques semaines. Voilà. Donc, on a la nécessité urgente de renforcer la cyber-résilience, et compte tenu des moyens limités qu'on a, il faut le faire de manière intelligente, entre guillemets. La prochaine. Alors, si on prend les grands acteurs qui promeuvent la cyber-résilience, comme par exemple le Fonds monétaire international, la Banque internationale des règlements, ou la Banque des règlements internationaux, pardon, la cyber-résilience a une couche de fondation. C'est un petit peu les sujets qu'on a vus tout à l'heure: améliorer la sensibilisation des collaborateurs, réaliser tout ce qui est nécessaire en termes d'hygiène informatique de base, un certain nombre de mesures préventif. Donc ça, bien sûr, il faut y travailler, mais il y a également des grosses lacunes qu'il faut impérativement combler très rapidement. La première, c'est au niveau des régulateurs et superviseurs, c'est intégrer le risque cyber dans l'analyse de la stabilité financière. Ça, ce n'est pas tellement le travail de la CRC, c'est le travail du FMI, par exemple, avec les banques centrales. Le deuxième, c'est d'introduire une cohérence entre la réglementation et la supervision, faire de telle sorte qu'entre les différents pays, puisqu'on est quand même face à une cybercriminalité qui est internationale, que les réglementations soient à peu près homogènes, et également faire de telle sorte que la réglementation soit effectivement applicable par le secteur financier local. C'est évidemment beaucoup plus facile de réglementer que de mettre en place la réglementation. Le troisième, c'est de travailler sur la réponse aux incidents, la récupération des données en cas de sinistre. Le quatrième est le partage d'informations. Il est bien évident que face à une criminalité qui est organisée sur le plan international, qui échange de l'information, qui est très structurée, le secteur financier doit également se structurer, échanger de l'information avec les moyens, je dirais, qui permettent d'assurer la confidentialité d'informations qui sont sensibles. C'est clair qu'une banque n'est jamais très heureuse de voir sa raison sociale traîner dans la boue par le journal local le lendemain ou la semaine après une attaque, mais on a vu que c'est quand même régulier. Donc, il est important d'échanger les informations qui permettent d'agir et d'être proactif avant justement de se retrouver dans le journal local. Ensuite, donc, on a toute la partie de dissuasion des cyberattaques. Ce n'est pas la partie la plus simple, et très important en Afrique, il y a tout le développement des capacités
Il y a eu quelques questions là-dessus. C'est important, effectivement, à la fois de développer les ressources qui existent actuellement, mais d'injecter de manière massive des nouvelles ressources dans l'écosystème de sécurité. Ça veut dire aller jusqu'à créer des formations en cybersécurité. Il y en a très, très peu des formations spécialisées sur le continent aujourd'hui. Je pense qu'il y en a une quinzaine ou une vingtaine au maximum pour quand même plus de 50 pays. Donc, c'est très, très réduit. Il faut créer de la recherche en cybersécurité. Ces futurs doctorants deviendront ensuite des enseignants. Ils vont créer des startups en cybersécurité. Il y a beaucoup de succès sur la création de startups dans le domaine financier, des services numériques. Par contre, des startups africaines en cybersécurité, il y en a malheureusement encore un nombre très, très limité, alors qu'il y a un vrai potentiel et des vraies compétences. La suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors ACRC donc, a pour objectif d'améliorer la résilience des institutions d'inclusion financière de manière très large et de protéger les clients. Notre approche reprend un certain nombre de leviers. Premièrement, une approche sectorielle. On est plus agile, plus rapide quand on travaille ensemble au niveau du secteur, comme ça a été démontré au niveau de l'Union européenne, au niveau des États-Unis, par exemple. Deuxièmement, on peut avoir une approche régionale. Pour répondre à la problématique des ressources financières, il vaut mieux organiser les efforts et notamment travailler sur la mutualisation des services. Donc, on peut tout à fait avoir un certain nombre de plateformes régionales ou sous-régionales qui vont adresser 5, 10, 15 pays de manière tout à fait efficace. Maintenant, à distance, on arrive à traiter l'immense majorité des problématiques de cybersécurité. Troisièmement, il faut que ce soit évolutif, scalable, comme on dit en anglais. Pour construire un écosystème, on va commencer à apprendre et ensuite augmenter la masse à travers le continent en créant des sortes de clusters progressivement. Il faut être inclusif pour être capable de fournir des solutions adaptées aussi bien aux banques centrales qu'aux petites institutions de microfinance dans le delta du Niger ou dans d'autres régions. Donc, on voit que c'est une échelle de sophistication et de besoins qui sont évidemment très, très différentes. Il faut être indépendant pour apporter aux institutions financières le niveau de confiance qu'ils attendent avant de partager leurs informations. Donc, il ne faut pas rentrer dans des approches pays par pays qui ne sont pas très efficaces parce que faire bouger un pays, faire bouger des organisations comme ça prend énormément de temps. Or, on est face à des menaces très, très importantes à court terme. Il faut être collaboratif, il faut apporter de la qualité. Ce n'est pas parce qu'on est dans des pays émergents qu'on ne peut pas avoir de la qualité au même niveau que ce dont on peut bénéficier en Europe ou aux États-Unis. Simplement, il faut organiser le transfert de compétences de manière efficace. Il faut le faire dans la durée également. La cybersécurité, c'est un métier qui est compliqué. On ne fait pas ce transfert de compétences en 2 séances de formation d'une semaine. Ça prend des années et donc il y a un accompagnement dans la durée qui est indispensable. Et le dernier point, c'est que le capital humain est absolument critique pour le cas de SCRC. Donc, notre première approche permet de construire une structure qui aura une trentaine de collaborateurs d'ici 2 ans. Notre objectif à 5 ans est de créer un pôle de cybersécurité au service du secteur financier africain de plus d'une centaine de collaborateurs et couvrant absolument l'ensemble des régions et l'ensemble des problématiques. Donc, c'est évidemment très, très ambitieux. Nous sommes en train de chuter. Voilà, on va permettre quelques questions. Voilà, merci. La suivante. Merci. Voilà. Donc, ACRC, c'est à la fois un projet et une organisation donc, qui est construit sous forme d'un partenariat public-privé à but non lucratif entre différentes agences ou universités en Europe et puis en Afrique. On a un premier financement qui, à travers la Banque africaine de développement, en particulier l'Africa Digital Financial Inclusion Facility, qui nous permet de démarrer nos travaux de manière très, très significative. L'idée, c'est de construire donc un écosystème qui soit à la fois ouvert et cohérent
pour la communauté financière avec tous les partenaires, les universités, les bailleurs de fonds, les banques centrales, etc. Il y a une progressivité du développement sous-régional. Et puis, on a commencé déjà, on a fait au mois d'octobre une grande conférence pendant la semaine africaine de la microfinance, qui était la première conférence spécialisée pour le secteur financier africain en termes de cybersécurité, avec une vision absolument continentale. Voilà, merci. Extraordinaire, merci. En tout cas, pour cet exposé fascinant, je vois dans les commentaires que beaucoup de participants apprécient énormément la qualité des intervenants. Donc, d'abord, un grand merci à chacun de vous. On va profiter des quelques minutes qui nous restent pour quand même partager certaines questions. Alors, la première, je vais vous l'adresser, Jean-Louis, comme vous êtes encore à l'écran. Quand il s'agit de choses aussi sensibles que les données et que les incidents de cybersécurité, d'après ce que vous dites, en fait, on dirait intuitivement que l'enjeu est tel qu'il faudrait que les banques et institutions financières partagent en fait leur expérience. Donc, vraiment mettre sur la table ce qui leur est arrivé et ensemble discutent de solutions. Alors, ma première question, c'est est-ce qu'il existe à votre niveau, parce qu'il faut peut-être un intermédiaire neutre pour faire ce travail, est-ce qu'il existe une base de données d'incidents, de cybersécurité et de ce qu'on en a appris, de manière à ce qu'on puisse en tirer les enseignements et que les banques puissent éviter peut-être les erreurs que certaines de leurs concurrents ont pu commettre? Oui, alors on a vu, nous y compris au sein de certains réseaux bancaires ou de microfinance, qu'une filiale avait été attaquée. Et puis, un mois ou 2 mois plus tard, paf, c'est une autre filiale qui a été attaquée avec exactement le même mode opératoire. Et ils n'avaient eux-mêmes même pas partagé en interne, parce que c'est jamais plaisant de dire « oui, je me suis fait attaquer, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu des données », ce n'est pas très, très plaisant. Donc, au sein des réseaux eux-mêmes, c'est difficile. Mais on a l'expérience en Europe, sous l'égide de la BCE, la Banque centrale européenne, il y a des mécanismes qui se mettent en place depuis 2-3 ans, c'est encore récent. Il y en a aux États-Unis depuis quelques années, qui ont démontré leur intérêt. Donc, il y a moyen, il faut des procédures, il faut des outils. On est en train de mettre en place ces outils. Notre consortium, par exemple, travaille avec la Banque centrale européenne, travaille avec le réseau SWIFT pour les échanges de données entre banques. Les mêmes méthodes peuvent maintenant être mises à disposition du secteur financier africain en toute confiance. Puis on n'est pas obligé de tout raconter. On peut expliquer « je me suis fait attaquer par telle adresse IP, voilà comment ils ont procédé pour rentrer chez moi ». On n'est pas obligé de dire « j'ai perdu 1 million ou 10 millions de dollars ». Ça, c'est un autre sujet. Excellent. Merci beaucoup pour cette réponse. La prochaine question, je vais l'adresser à Ghislain. Ghislain, on a parlé de l'importance, pas seulement vous, mais aussi les autres intervenants, de l'importance du facteur humain et notamment de l'importance du renforcement des capacités des équipes. Alors, on reproche souvent à tous les spécialistes dans les banques, les informaticiens, les ISO, tous ceux qui ont une casquette technique, on leur reproche de ne pas parler un français courant. Donc, il y a des formations, oui, mais est-ce qu'en sortant de la formation, les gens savent concrètement ce dont on a parlé et ce qu'ils sont censés faire? C'est un peu la grande question. Alors, selon vous, qui doit dispenser ce genre de formation pour que ce soit le plus efficace possible? Et à quel niveau faut-il, je réfère à la question précédente, faut-il utiliser même des exemples concrets de risques et de situations que la banque elle-même a vécu, au risque peut-être de dévoiler des choses qui sont très confidentielles? Donc, quelle est votre expérience et votre point de vue sur cette question? Alors, merci Edwige. Ce qu'on doit comprendre, premièrement, c'est que la meilleure personne à pouvoir partager, à pouvoir faire ce partage d'expérience, c'est le RSSI, le CISO. Et maintenant, ce que moi je dis souvent, c'est que le CISO, c'est quelqu'un qui doit avoir 3 langages. Donc, la façon dont il dispense ses formations aux managers ou à l'auto-management peut être différente de la façon dont il dispense ses formations aux opérationnels, c'est-à-dire les techniciens et tout ce qui est informatique, tout ce qui va avec. Il doit aussi être différent de la façon dont il dispense ses formations
à tout ce qui est à tout ce qui est opérationnel, c'est-à-dire tous ceux qui sont au front office, si je prends le cas de la banque, et tous ceux qui sont au back office et qui ne sont pas opérationnels. Donc, c'est vraiment 3 langages. Et on doit les adapter au fur et à mesure que l'on descend. Au fur et à mesure qu'on descend. Par exemple, lorsque le RSSI peut décider de faire ce qu'on appelle les coffee security, prendre un jour de la semaine, 30 minutes à l'arrivée, de dire, OK, on va discuter aujourd'hui du sujet du phishing. Et durant ce sujet, lorsqu'il parlera aux techniciens IT, il sera beaucoup plus technique, opérationnel, avec des cas concrets. Là, voici comment ils peuvent faire pour entrer dans le système. Si tu cliques sur le mail que je viens de simuler, voici comment ça fait une corruption de ta machine. Mais par contre, lorsqu'il veut parler du phishing au niveau du top management, là, non, c'est plus ce langage suffisamment bas, parce que ça sera inaudible pour eux. Donc, lorsqu'il veut parler du phishing au niveau du top management, c'est autre chose. C'est en termes de perte. Voici ce que ça nous dira si vous cliquez sur un lien. Là, voici ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on reçoit un email de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Supprimez d'abord. Laissez, si c'est important, il va vous renvoyer le mail. Là où il va vous appeler pour vous dire que je vous ai envoyé un mail. Donc, voilà un peu comment ça peut répondre. Donc, on comprend que même les ISO et CISO eux-mêmes doivent être formés pour avoir la bonne pédagogie et la bonne approche. Je vais adresser ma prochaine question à Stéphane. Stéphane, vous avez beaucoup parlé des réglementations qui existent. On a aussi constaté qu'il y a aussi beaucoup de pays où il n'y a pas vraiment de rôle encore très important du régulateur ou en tout cas, il n'y a pas d'agence dédiée à la cybersécurité dans beaucoup de pays. Je crois que le ratio, c'était dans 14 pays sur 54, il y en a, et dans le reste, il n'y en a plus. Alors, la question que je vous adresse, c'est, selon vous, tout ce qui est fait au niveau des institutions financières et dont on a parlé tout de suite, dans quelle mesure on doit aussi avoir des personnes, des consultants ou des structures qui puissent venir d'abord commencer par diagnostiquer l'existant, qui doit le faire en l'absence d'agences étatiques spécialisées, et qu'elle doit prendre. Est-ce que vous pouvez nous partager des expériences sur ce genre de choses? Parce que je pense que vous avez déjà fait ce genre de choses. Par où commencer en fait pour une institution financière qui a peut-être très peu investi jusque-là dans la cybersécurité et qui voudrait commencer par faire un état des lieux? Où doit-elle aller? En quoi ça consiste? Et à quoi ça va aboutir? Merci. Alors, je pense que Jean-Louis a apporté une ébauche de solution dans son intervention. Pour commencer à mettre en place une stratégie, il faut pouvoir d'abord observer. C'est ce qu'on a observé un peu ce qui se passe. C'est ce qu'on a fait un peu quand je m'occupais de cybercriminalité pour la police. Il faut absolument, j'avais eu cette discussion avec la Banque africaine de développement, il faut avoir un observatoire de tous les incidents, de toutes les intrusions, de toutes les tentatives d'intrusion qui se passent dans le domaine bancaire, dans le domaine financier en général. Parce que les tendances, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ransomware. Il y a 2 ans, c'était plus le phishing. Dans 2 ans, ce sera autre chose. Donc, les tendances, la cybercriminalité est un écosystème qui est très dynamique. Donc, il faut d'abord que les banques et qu'au niveau de chaque institution financière, on ait accès à un observatoire ou qu'on mette en place un observatoire des incidents. À partir du moment où on a cet observatoire, on peut faire appel aux meilleures expertises pour répondre aux incidents du moment et pour sensibiliser le personnel et les collaborateurs pour répondre à ces menaces. La troisième partie qui me semble essentielle, c'est qu'il faut instituer, ça c'est quelque chose que j'avais partagé aussi avec la Banque africaine de développement, il faut instituer une espèce de permis cybersécurité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette un socle, un ensemble complet de connaissances de base dont doit disposer toute personne qui travaille au sein d'une banque. Ça va de la caissière au directeur de la trésorerie et même au directeur général. Et donc, il faut avoir une espèce de test comme un permis d'utiliser le digital pour faire en sorte d'évaluer les connaissances et mettre à niveau lorsque ces connaissances ne sont pas à niveau. Et c'est quelque chose qui doit être régulier. Voilà.
Donc, Annuel, voilà trois mesures. Oui, annuelles. Dans les services de sécurité, par exemple, au FBI, ben, tous les ans, tous les agents du FBI passent un test de cybersécurité pour voir qu'ils sont à niveau. Et s'ils n'ont pas 75% à ce test, ben, donc on les remet, on essaie de combler un peu les défaillances qui sont constatées. Oui, et je crois que c'est la même chose au sein du groupe Banque mondiale, AFC. Chaque année, un test, et si on ne le passe pas, il faut repasser la formation. Très bien. Jean-Louis, vous vouliez rebondir avant la dernière question? L'exemple du FBI est bon, mais si vous regardez attentivement le contenu des interventions du directeur du FBI, vous verrez qu'au moins la moitié de ces interventions sont consacrées à la cybersécurité et au développement de la collaboration au sein des secteurs économiques et au partenariat entre le public et le privé. Et aujourd'hui, les acteurs étatiques, on avait notre conférence de cybersécurité, là on avait Interpol, Interpol au plus haut niveau, ils disent qu'ils ne peuvent eux-mêmes progresser que grâce à une bonne collaboration avec les secteurs économiques, soit des acteurs spécialisés, mais également les banques ou institutions financières. Donc c'est vraiment très critique et c'est la seule solution qui est envisageable aujourd'hui. Tout à fait. Le sujet est tellement passionnant que je pense qu'on pourrait y passer le reste de la journée. Néanmoins, je suis consciente du temps et du fait que nos participants ont probablement d'autres engagements. J'ai une dernière question à adresser à Eric. Eric, je vais vous adresser la question en français parce que je sais que vous pouvez répondre en français. Vous avez parlé du fait que si aujourd'hui une banque ou une institution financière vous dit « Moi, j'ai beaucoup de chance, je n'ai jamais eu aucun problème de cybersécurité », vous leur répondriez en fait, vous êtes probablement déjà victime, mais vous ne le savez pas encore. Alors, la question que je vais vous poser, parce qu'apparemment, il existe des situations où un système peut avoir déjà été hacké, mais le virus ou la chose est dormante et attend le bon moment pour se réveiller. Alors, existe-t-il des façons de savoir si c'est déjà trop tard, donc s'il y a déjà dans le système des choses à risque, implantés par des cybercriminels et quelle est votre expérience là-dessus? Thank you very much. I think your question is clear and I made it through my presentation. What you need to do is you don't know the hack until you do an assessment. So all these companies need to do some assessment first. An assessment, if it cannot be done internally, meaning you don't have an ISO or CISO, then you contract a company that is really recognized into that expertise. So the assessment is the first thing you need to do. Then you really will know whether there's a lot of holes in your security apparatus. Then somebody can tell you exactly what to do to close them and even to identify. Like Jean-Louis said, it takes long to realize that you've been hacked. 200 days is quite long. A lot of things can happen. Okay, so assessment, review your security posture is the best thing to do in that regard. D'accord, donc une évaluation. Mais comment on fait pour être sûr que ceux qui viennent évaluer ne vont pas eux-mêmes se servir de ce qu'ils apprennent pour attaquer après l'institution financière? This is why you need to get a really renowned institution to do that. You sign kind of agreement with them, okay? D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup, Eric, pour cette réponse à la dernière question. Une dernière ronde. Ghislain, quel est le pire conseil que vous ayez entendu dans votre expérience concernant la cybersécurité, le pire conseil qu'on ait pu donner à quelqu'un? Qu'il s'agit d'un bluff. Hein. Le pire conseil, c'était que, je pense que Eric l'a répondu tout à l'heure, que ça n'existe pas, c'est un bluff. Et tout ça. C'est pas aussi grave que ça. Oui, bon, ça coûte combien, tout ça c'est Jack Bauer. Donc, oui, tout à fait. Comment est-ce que quelqu'un peut prendre ton ordinateur à distance sans qu'il ne soit connecté avec toi par un fil? Et bien plus. Donc, et là, lorsque l'on répond, lorsque l'on simule, lorsqu'on fait des cas concrets, toute la donne change. Même la façon de t'observer change. On dit que, ah non, c'est possible, ça. Ma souris bouge à côté de toi, à ton réseau. C'est possible. Donc, le risque existe. Le risque existe et on doit rester safe.
OK, je pense qu'après la séance d'aujourd'hui, on a tous compris qu'il ne faut plus connecter son ordinateur au réseau Wi-Fi gratuit de l'aéroport. Oui, Hugues, jamais. Moi-même qui je... suis à l'hôtel, je suis dans un VPN. Hein. Voilà, très Moi-même qui bien. suis à l'hôtel, je suis dans un VPN privé. Parfait. Alors, j'allais passer la parole à Hugues Kamewe pour conclure. Merci à tous les participants de vos questions actives. Le chat était en feu. Il y avait beaucoup de discussions, même en interne, parmi les participants. Merci pour cela. Merci à tous les panélistes pour cet exposé brillant. Hugues, je te laisse la main pour la clôture. Merci bien, Edwige. Je pense que bon, c'est un sujet, je ne sais pas, plus que passionnant, honnêtement, et je dirais même inépuisable. Si on s'en tient simplement au nombre de personnes qui étaient inscrites, en plus de 410 personnes et plus de 30 personnes ont été connectées à la plateforme. La plupart sont restés très, très longtemps, très, très engagés. Non, je me rejoins à Eric, et puis je peux dire simplement que, voilà, remercier les panélistes qui ont été très, très, très denses dans leurs contributions. Remercier Edwige comme modératrice qui a su aller chercher ce qui était important pour que l'information puisse circuler. On ne peut pas tout couvrir, mais on a fait l'essentiel. Et je pense qu'on essaiera de répondre à certaines questions par la suite. Remercier l'interprète qui, derrière, a permis que ce webinaire puisse voilà, être bilingue, autant bien notre audience francophone que anglophone puisse participer aux échanges et voilà, en profiter. Vous savez, les webinaires, ça fait partie de ce que nous appelons notre learning série. L'objectif, effectivement, c'est d'identifier l'information, partager les connaissances sur ce sujet, sur les sujets qui sont liés au développement du secteur financier en Afrique. Et ça, c'est l'un des webinaires où on en sort effectivement avec ce type de recommandations. Par exemple, on a besoin vraiment de développer les formations dans ce domaine au niveau académique. Il y a lieu de faire beaucoup pour développer les compétences. Il y a des opportunités aussi dans cet univers très, très risqué, avec des possibilités pour, on parle toujours des jeunes, mais de manière large, de créer des startups. On parle beaucoup de fintech, mais on peut avoir des fintech, des startups dans le domaine de la cybersécurité. Ça, c'est l'une des fois que je l'écoute et je l'apprends ici. Aussi qu'il y a un besoin d'avoir peut-être un observatoire des incidents en matière de cybersécurité. C'est aussi une recommandation très, très forte que nous tirons de ce webinaire. Merci beaucoup pour tous ce que je peux appeler vos insights. Je vais solliciter l'indulgence de tous les participants. Nous sommes allés un peu au-delà peut-être du temps, mais il le fallait. Ce n'est pas tous les jours qu'on a ces panélistes qui peuvent parler de tous ces sujets. On a eu des difficultés, certes, sur le plan technique, que nous avons essayé de résoudre au mieux. Je vais donc vous inviter à la fin du webinaire, quand on va fermer la plateforme, il y aura un questionnaire qui va apparaître. S'il vous plaît, veuillez bien remplir ce webinaire qui nous donne un certain nombre, ce questionnaire électronique qui nous donne un certain nombre de feedbacks dont nous avons besoin pour améliorer tant la qualité sur le plan de contenu, mais aussi sur le plan technique voilà, de nos webinaires. Enfin, je dirais que les slides d'enregistrement seront disponibles d'ici 72 heures. Nous allons les envoyer à tous les participants. Une fois encore, merci à tous les panélistes, merci à la modératrice, merci à l'interprète, merci aux participants. Bonne fin de journée et à très bientôt avec Making Finance of Africa. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup.